À l'inverse de certains milieux financiers, la compagnie de notation financière Fitch ne prévoit pas de dégradation de la note de l'économie israélienne. C'est une très bonne nouvelle. Et nous retrouvons avec plaisir Daniel Guggenheim, notre économiste préféré. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler comme chaque semaine de 4 sujets qui nous intéressent au plus haut point. On a beaucoup entendu parler ces derniers temps en raison de la réforme judiciaire, des problèmes qu'Israël allait avoir, notamment à l'international, que ça n'allait plus être un pays très fiable. Or, il se trouve que la compagnie Fitch, on sait que c'est une des 3 grosses compagnies internationales de notation financière, a donné une très bonne note à Israël, puisqu'Israël récolte toujours un A+, donc c'est une très bonne note. Quelles vont être, on va dire, les conséquences pour Israël et pourquoi faut-il s'en réjouir ? Elle a effectivement confirmé la note d'Israël qui est A+, qui est une très bonne note, qui dit qu'Israël est un pays solide. Ce qui est d'ailleurs plus intéressant, au-delà de la note même, c'est ce qui est dit dans le contenu de ce rapport. Justement, par rapport aux inquiétudes des marchés économiques et financiers que vous avez soulignées, l'économie israélienne, d'après ce rapport, est une économie solide, variée, qui a eu une croissance de 6% en 2022. Elle dit on attend une croissance de 3% en 2023, une croissance basée, ils disent, sur l'exportation de la technologie et du matériel militaire. C'est important de souligner parce que si une croissance est fondée que sur la consommation intérieure ou d'autres choses, c'est pas bien pour un pays. Là, ça veut dire qu'Israël aura une croissance saine. Ils disent le rapport du produit intérieur brut avec la dette d'Israël est très très bon. Ils prévoient au maximum 1% de déficit budgétaire, ce qui est vraiment une des meilleures au monde par rapport à ça. À la fin de ce rapport, ils ont ajouté la chose suivante. Il est possible que il y a maintenant ce qu'on parle d'une réforme judiciaire et il faudra vérifier les conséquences de la réforme judiciaire sur justement la note qu'on a donnée. Qu'est-ce qui va se passer dans... Ça veut dire s'il y a une baisse des exportations, s'il y a une défiance dans le pays, des choses comme ça. Mais pour l'instant, ça n'a pas d'impact, contrairement à ce qu'on a pu lire dans la presse. Parce que c'est vrai que dans la presse, on peut dire que les paroles de ce grand analyste, celui qui a, on va dire, rédigé le rapport sur Israël, on peut dire qu'elles ont été un peu déformé. On avait l'impression que il y avait une fuite des capitaux, que tout le monde partait, que l'économie israélienne était mise à mal et je crois qu'il y a eu un démenti. Tout à fait. La presse économie financière, certains d'entre eux, le titre justement de Fitch, c'était Fitch avertit Israël que s'il y aura la réforme judiciaire, elle risque de baisser sa notation. Et donc ça donnait une coloration très pas bonne du tout par rapport à ce qui se passe en Israël ou ce qui se passera. Surtout ce qui est important, les investisseurs, c'est ce qui se passera. Il faut comprendre que Fitch travaille pour les investisseurs à l'étranger. Donc c'est un travail objectif. Objectif et indépendant. Et il est obligé, bien entendu, de tenir compte de tout et de parler de tout ce qui se passe. Maintenant, il y a une façon d'en parler qui dit, je vais voir, et pour les investisseurs, justement, pour leur donner confiance, ce qui va se passer avec ça. Et s'il y a un problème, alors je vous le dirai. Et entre le fait de dire, si vous faites la réforme judiciaire, alors je vais vous baisser la note. C'est ce qui, comme certains l'avaient écrit dans la presse. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu, comme vous l'avez dit, un démenti de celui qui a fait le rapport. Oui, parce que on n'en est pas du tout là, et c'est plutôt bien pour Israël. En tout cas, on est content de ce A+. Une autre nouvelle assez importante pour les salariés et surtout pour les fonctionnaires. Il y a eu enfin un accord entre le ministère des Finances et la Histadrout, un accord qui nous annonce bien qu'il va y avoir une augmentation des salaires pour les fonctionnaires. Oui, tout à fait. Je dirais même que c'est un accord historique. Historique d'abord parce qu'il est sur 10 ans. Il faut savoir que depuis 2017, il n'y avait pas d'accord entre le ministère des Finances et les syndicats de la fonction publique.
Ce n'est pas quelque chose de sain, parce que il faut qu'il y ait des accords pour savoir, d'un côté, donner aux salariés la possibilité de gagner plus et d'avoir des meilleures conditions de travail, mais également pour l'État de savoir qu'il n'y a pas de problème et qu'on n'ira pas devant des grèves. Pour plusieurs raisons, dont le Covid et d'autres choses, on n'avait pas réussi jusqu'à maintenant à faire un tel accord. Alors, quel a été le fondement de l'accord ? Oui. De quoi s'agit-il exactement ? Or, justement, la presse avait, encore une fois, fait des mauvais présages en disant « c'est un accord qui coûtera cher, il y aura des déficits budgétaires ». Et ce qu'on peut dire... Pourquoi ? Parce que les salaires, l'augmentation des salaires va forcément entraîner de l'inflation. C'est ce qu'on disait dans les milieux financiers. Tout à fait. Or, la titre maintenant que la presse financière a donné, il n'y aura pas de risque de spirale inflation-salaire, justement comme vous venez de le dire, vu ce qui a été décidé. Alors, qu'est-ce qui a été décidé oui, ça nous intéresse. D'abord, une augmentation de 11% sur la période des 10 ans, qui se fera étaler sur plusieurs années. Et surtout, à part cette augmentation de 11%, il a été décidé d'une prime qui va être cet été, donnée de 6 000 shekels à tous les fonctionnaires. Et ça, c'est très important parce que il y a des gens qui gagnent pas tellement. Et pour eux, 6 000 shekels, c'est beaucoup plus que l'augmentation de 1 ou 2% sur le salaire. Et donc, c'était une mesure que la Histadrut avait demandé pour permettre au bas salaire d'avoir une meilleure, d'avoir vraiment une bonne augmentation à ce niveau-là. Et donc, ça, c'était apprécié. Est-ce qu'on peut dire que c'est un accord qui va favoriser la paix sociale ? Tout à fait, parce que jusqu'en 2027, la Histadrut, de son côté, a décidé, a signé qu'il n'y aurait pas de grève normalement jusqu'à 2027. Donc pour l'État, ça veut dire que j'ai tranquillité sociale jusqu'à 2027. Il y a eu d'autres avancées, on va dire, sociales pour les travailleurs ? Oui. D'abord, encore une demi-journée en plus de vacances qui sera pour la Memouna, mais à part ça. Bien sûr. Et à part ça, il a été décidé, et ça c'est historique aussi, je dirais, une baisse de la durée de travail hebdomadaire. En Israël est un des pays de l'OCDE qui travaille le plus. Et on en est à peu près, en tout cas dans la fonction publique, à 42 heures. Il y a même des endroits où c'est plus, mais en tout cas la fonction publique, c'est 42 heures. Il a été décidé que dans ces années-là, on va passer à 40 heures. On passera d'abord à 41 heures et après, en début 2025, on passera à 40 heures. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que souvent, ce qui se passe dans la fonction publique a un impact sur l'ensemble du corps social. Souvent, le secteur privé s'aligne sur ce qui a été décidé. D'abord parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du secteur public, qui sont très liées au secteur public, donc eux, ils s'alignent à ce niveau-là. Et en plus de ça, le secteur privé, souvent, vu des avancées sociales comme cela, vont le faire. Donc ça veut dire qu'en gros, on peut imaginer, alors pas tout de suite, bien sûr, ça va prendre du temps, mais que le secteur privé va s'aligner sur les augmentations données aux fonctionnaires. Surtout au niveau... nos salaires vont augmenter, c'est ça ? Surtout au niveau, un peu au salaire, mais de toute façon, c'est pas dramatique. Il y aura, de toute façon, 11%, c'est pas chose qui est énorme, mais je parle surtout, c'est cette avancée sociale de réduction d'heures de la semaine du travail, de combien d'heures on travaille, va sans doute être également dans le secteur privé. Donc, augmentation de salaire et diminution du temps de travail, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va dire merci à la Histadrut alors. Oui. Une dernière chose que je voudrais dire, c'est que, encore une fois, dans la presse, il y avait marqué qu'on avait prévu des augmentations d'impôts pour les retraités par rapport à ce qui avait été décidé à l'époque, et il n'en est rien. Apparemment, ça fait partie de cet accord. Le gouvernement ne fera pas... il devait y avoir une petite baisse par rapport à des bonifications fiscales à ce niveau-là. Il a été décidé de ne pas toucher aux bonifications fiscales pour les retraités, comme ça a été décidé il y a plusieurs années. Bon, ben ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Alors, on change de sujet complètement à présent. On le sait, depuis quelques années en Israël, on voit un peu partout des panneaux solaires sur les toits, dans les champs, puisqu'Israël, on va dire, encourage à ce que les particuliers, les entreprises, mettent des panneaux solaires sur leur toit pour fabriquer de l'électricité qu'ils vont racheter ensuite. Alors, il y a eu une nouvelle importante qui fait que tout le monde va pouvoir, ou presque, va pouvoir désormais mettre des panneaux solaires sur son toit.
Oui, tout à fait. Jusqu'à l'heure actuelle, il y avait un problème pour des appartements très anciens pour lesquels il n'avait pas été donné ce qu'on appelle en hébreu tofes arba, c'est-à-dire c'est une procédure bureaucratique qui dit que cet appartement, cet immeuble a le droit d'être habité. En gros, tofes arba, c'était pour les nouveaux immeubles, donc ça veut dire qu'il y avait que les nouveaux immeubles qui pouvaient faire ce genre de choses. Oui, nouveau, je ne sais pas à partir du moment où il y a eu ça, mais disons, ça ne concerne tout ce qui était avant cette loi-là, vous ne pouvez pas le faire. Alors, il a été décidé maintenant, en concertation avec les conseillers juridiques et du ministère de l'Énergie et de l'Habitat, de pouvoir permettre à tous les appartements, donc même très anciens, mais à partir du moment, bien entendu, où ils ont le droit légal d'avoir de l'électricité, de pouvoir produire et vendre de l'électricité sur leur toit. À l'État. Oui. Voilà. Combien ça représente cet allègement? Je peux vous donner un exemple. C'est que récemment, le Mifal Hapaïf, la loterie, qui aide beaucoup les villes qui doivent faire des choses, avait proposé d'aider beaucoup de villes à mettre des panneaux solaires sur l'immeuble qui appartient aux villes dans la région. Et donc, une partie de ces villes n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'avaient pas justement ce tofes arba. Et ça constituait 10% de ceux qui avaient eu envie de faire ce projet. Donc ça veut dire qu'il y avait 10% des immeubles qui étaient trop anciens pour pouvoir mettre des panneaux solaires sur leur toit. Voilà, et pouvoir le vendre, en tout Bien cas, sûr, à l'État, oui. À la compagnie d'électricité. Il faut d'ailleurs, si on parle de ce sujet, jusqu'en 2030, Israël s'est engagé à ce que 30% de l'électricité produite en Israël le serait à partir du solaire, ce qu'on appelle l'énergie durable. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant pour l'État, et c'est pour ça que l'État veut mettre en place des lois, en tout cas des conditions qui permettent à tous de mettre, tous ceux qui le veulent en tout cas, de mettre des panneaux sur leur toit, c'est assez sûr. Et c'est surtout très lucratif. Mais bien sûr. Parce que, combien on gagne? On considère à peu près qu'il faut 120 mètres carrés pour que ça soit utile de faire ça sur son toit, d'accord? Et dans ce cas-là, ça coûte pour ça de faire entre 6 et 8 000 shekels. D'installation. De frais d'installation. Voilà. OK. Maintenant, on considère un amortissement au bout de 6 ans. On considère que pendant 25 ans, parce que c'est le temps où la compagnie d'électricité s'engage à acheter votre électricité que vous produisez à un tarif qui est fixé dans le contrat, et ça représente donc 14% annuellement de rentabilité. Donc, en quelques années, c'est très bien pendant 25 ans. Il y a rien, et c'est vraiment formidable. D'abord, comment ça se passe d'ailleurs? Ça se passe que normalement on a une facture d'électricité puisqu'on dit d'électricité. Alors, la première chose qu'ils font, ils enlèvent de ce que vous deviez payer l'électricité, vous en payez pratiquement, vous ne payez pas. Et après, s'il y a un surplus par rapport à ce que vous avez fait, plus que ce que vous avez consommé, elle vous paye. Alors là-dessus, je voudrais préciser 2 choses. C'est que d'abord, il faut toujours passer par des sociétés qui ont ce qu'on appelle un hébreu échéant, c'est-à-dire qu'ils sont certifiés comme pouvant vous mettre des panneaux solaires sur le toit et après le vendre à la compagnie d'électricité et pas le faire par des entreprises pirates. Et deuxièmement, après j'ai fait un billet sur ce sujet dans Actualité Juive, un Olé m'a appelé en me disant que lui, il avait fait ça, il avait dit à Jean de faire et apparemment, la compagnie d'électricité lui rendait pas autant que ce qu'il pensait qu'il devait lui rendre. Alors, d'abord, il faut faire attention. Il faut vérifier. Lui, en tas de vérification, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes avec la compagnie d'électricité, mais ça n'empêche pas que, point de vue légal et point de vue de vos droits, celui qui le ferait, il devrait avoir ce qui est marqué dans le contrat. Et puis c'est apparemment très rentable et intéressant au prix où est l'électricité aujourd'hui. J'imagine qu'il y en a certains qui nous regardent peut-être vont s'intéresser à cette possibilité de payer moins cher l'électricité, voire de gagner de l'argent avec. Alors ça, c'était notre 3e nouvelle de la revue économique. Il y en a une 4e. Alors là, c'est pas très marrant. C'est ce qui est arrivé à des consommateurs qui ont fait leurs courses en ligne chez Supersal. Ils ont été débités indûment de sommes assez importantes. Tout à fait. Supersal Online travaille avec une entreprise informatique qui fait des systèmes de paiement. En l'occurrence, un sous-traitant. Un sous-traitant HYP, d'ailleurs, qui le fait pas seulement pour Supersal Online. Et il y a eu un problème technique, informatique, apparemment sur cette société, qui fait la chose suivante, comme vous avez dit. Mais alors, c'est absurde. Des gens se sont retrouvés avec tout d'un coup des factures de 14 000 shekels alors qu'il avait fait une fois un petit achat. Il y en a que
Il est allé 2 fois, il a fait 2 fois par Super Line au mois de février, et il a eu 14 paiements, 14 fois. Ça, c'est comme les mecs sa carte débitée. Multiplié par 7. Ouais. Et des gens ont commencé à se plaindre. D'ailleurs, ils ont téléphoné, ils ont dit, on a eu 40 minutes d'attente et à Super Line ou aux cartes de crédit. Et ce qui était encore plus problématique, c'est qu'au début, on leur a dit, n'ayez pas peur. D'abord, vous le verrez peut-être sur vos cartes de crédit, mais ça ne sera pas pris. Or, ça a été débité aussi pour certains d'entre eux. Et c'est très problématique parce que s'il y a des gens ils sont pas tellement hauts. Bien sûr, ils n'ont pas de plafond, on va dire, avec leur carte de crédit très important. Donc, du coup, ils se retrouvent vraiment embêtés, quoi. Et tout d'un coup, en disant, vous pouvez plus utiliser votre carte parce que vous avez dépassé ce qu'on appelle Masdiret Ashray et vous avez plus. Et en plus, quand ça a été débité, c'est encore plus grave. Et ça peut mettre des gens en découverte dans les banques aussi. Alors, ils ont dit à un moment, Supersalt, ils allaient rembourser. Est-ce que ça a été fait? Non. Jusqu'à maintenant, une certaine partie, en tout cas, ces jours-ci dont on parle, certaines personnes disent, moi, j'ai toujours pas été remboursé. Donc, vérifiez bien. Maintenant, pourquoi je lance un appel général? Parce que cette société-là, elle fait pour encore beaucoup d'autres entreprises. Elle est sous-traitante de nombreux autres supermarchés, par exemple? Voilà. Ou autres, je sais pas, ou d'autres en ligne, d'autres services en ligne. Okay. Et il est très possible que plus il y a eu Supersalt, il y avait un problème. Et ça arrive dans d'autres endroits. Donc il faut vérifier les achats. Vérifier tous vos achats. D'abord, quotidiennement, je dis toujours de vérifier la carte de crédit, mais spécialement maintenant, ces derniers jours, vérifiez bien que les opérations qui apparaissent correspondent et aux sommes et à des opérations que vous avez effectuées. Bon, écoutez, Daniel, merci pour ces éclaircissements, toujours aussi intéressants. On ne se retrouvera pas la semaine prochaine, vous n'êtes pas là, mais on reprendra nos émissions comme toujours par la suite, donc la semaine suivante. Merci d'avoir été avec nous, Daniel. Merci. Et à bientôt. Au revoir.